Sécure, épisode spécial 800e. J'ai décidé de faire un épisode qui relate l'état de la recherche en cybersécurité au Québec. J'ai réuni des gens de tout horizon pour ça, grâce à Olivier et François, qui m'ont aidé à recruter ces personnes-là. Donc, je vais les laisser se présenter, puis ensuite, on va amorcer la discussion sur l'état de la recherche en cyber. Donc, je vais commencer ce que moi, je vois à mon écran, donc ce qui est Benoît Baudry le premier. Ok, bonjour, je m'appelle Benoît Baudry, je suis professeur en informatique à l'Université de Montréal et dans le domaine de la sécurité, je m'intéresse à l'analyse de code et depuis quelques années, plus particulièrement à l'analyse des dépendances et ce qui s'appelle Software Supply Chain Security, donc la chaîne d'approvisionnement logiciel. Merci. Olivier? Bonjour, par où commencer? J'ai chargé de cours à l'ETS pendant quelques années. Après ça, j'étais pendant 15 ans, on pourrait dire un genre de vendu en cybersécurité parce que j'ai travaillé uniquement avec des fournisseurs. Donc, j'ai travaillé chez E7, j'ai travaillé chez GoSecure, puis là, maintenant, je suis chez Flare. Mais pour me racheter, j'ai fait 10 ans de bénévolat dans NordSec, dont 3 ans comme président. Donc, c'est ça, le résumé. Alexandre? Je suis chercheur en logiciel malveillant chez E7 depuis environ 5 ans. Donc, François? Excuse, t'avais comme donné l'impression de terminer ce que tu as terminé. C'est ça. Un peu comme les membres de malware researcher, parce que des fois les termes français existent juste pour être dit une fois de temps en temps. Mais faut faire compter sur Flair pour en inventer des nouveaux, pour alimenter notre répertoire. François? Oui, bon, je suis souvent dans ton podcast, mais pour expliquer, j'ai débuté ma carrière plus comme développeur, software engineer, puis par la suite, j'ai transitionné en application security, ce qui est devenu ma spécialité comme naturelle après avoir fait du développement logiciel. Puis depuis 2023, au sein de Boost Security, j'ai une petite équipe de recherche qui est encore là spécialisée plus dans le côté application security, sécurité applicative, puis en particulier la chaîne d'approvisionnement logiciel. Puis d'ailleurs, on collabore avec Monsieur Baudry ici présent, que vous avez rencontré. Merci. Sébastien Graveline? Oui, donc moi je m'appelle Sébastien Graveline, je suis probablement le plus junior parmi nous tous. Ça fait juste environ 2 ans que je travaille dans le monde de la cybersécurité. Donc je travaille avec François, je fais partie de son équipe de recherche, principalement sur les supply chain security, même je dirais plus principalement sur les build pipelines que je hack beaucoup, je dirais. Donc ça ressemble pas mal à ça pour moi. Merci. Benoît Dupont? Bonjour, alors moi je suis professeur en criminologie à l'Université de Montréal, donc je m'intéresse plutôt à l'aspect humain de la cybersécurité. Et dans mes recherches, notamment, je travaille sur la cyber-résilience sous l'aspect organisationnel et aussi de plus en plus sur la fraude en ligne, et notamment les stratagèmes de fraude en ligne et l'expérience des victimes et qu'est-ce qu'on peut faire pour, à la fois sur le plan technique et des politiques publiques là pour essayer d'endiguer un petit peu cette pandémie numérique de fraude en ligne. Merci. Sébastien Gams? Je pense que j'ai mal prononcé. Non, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis prof à l'UQAM en informatique, puis je m'intéresse principalement à la protection de la vie privée, en particulier aussi dans l'intelligence artificielle, puis aussi aux enjeux éthiques, les interactions avec équité, explicabilité. Et j'ai été à un moment localisé au même endroit qu'un des Benoît travaillait dans le passé quand j'étais à Rennes. Et j'ai fait mes études là où les 2 Benoît sont localisés en ce moment. Voilà. On a beaucoup de Benoît et de Sébastien. Et pour terminer, Alexis. Oui, comme Olivier, ça fait une quinzaine d'années que je travaille en cyber côté fournisseur de services de cybersécurité. On a travaillé avec Olivier et Alexandre chez E7 pendant plusieurs années et maintenant je dirige l'équipe de recherche sur le cyberespionnage chez Proofpoint. Donc, mon équipe et moi, on traque ce qu'on communément appelé les groupes d'APT, donc les groupes qui sont alignés avec les intérêts
des intérêts étatiques et dont le but est de voler de l'information, faire du cyberespionnage. Très intéressant. Maintenant qu'on a fait le tour, qui veut se lancer pour amorcer sur l'état de la recherche en cyber au Québec et de commencer la conversation là-dessus sans que je vous donne un sujet imposé. De toute façon, je vais troller au travers, fait que je vais vous laisser quelqu'un si un courageux qui veut commencer. Il n'y a pas de courageux autour de la table. Je peux se constater. Disons, je vais commencer avec une question. Le passé, de façon historique, comment la recherche en cyber a commencé au Québec? On a quand même certaines personnes qui sont là depuis longtemps en recherche, soit académique ou dans le milieu professionnel. À quoi ressemblent vos débuts et qu'est-ce que c'était il y a 10, 15 ou peut-être même 20 ans en l'occurrence? Écoute, je vais me lancer, Nicolas. Je me rappelle, je remonte au début à mes débuts de carrière chez I7. Dans le fond, on a commencé, on était une micro-équipe. Il y avait moi, puis un ami, Pierre-Marc Bureau. Puis en fait, c'était lui qui était, je pense, le premier chercheur en logiciel malveillant au Québec qui m'a embarqué dans cette histoire-là. Fait que c'est tout de sa faute. Mais je me souviens quand on commençait à monter la petite équipe de I7, on cherchait ce profil-là. C'est très niche, hein? C'est comme une niche dans la niche de la cybersécurité, mais on cherchait des gens qui allaient analyser des logiciels malveillants puis comprendre l'écosystème derrière et tout ça. Et il y avait personne au Québec qui faisait ça. Tous les premiers employés, c'était pas mal des stagiaires qui venaient de l'ETS. Puis le profil typique, c'était des gens qui tripaient CTF, donc des compétitions, des capture the flag. Puis dans ma tête, moi, c'est ça l'origine de beaucoup de gens qui aujourd'hui sont actifs dans la vie professionnelle en cybersécurité au Québec. Je pense que ça a été comme ça l'espèce de petit feu de paille qui a démarré il y a 15 ans, 20 ans ou à peu près. Puis ça a donné des professionnels aujourd'hui, il y en a tout plein autour de la table ici. Là. C'est un peu comme ça que ça a tout parti. Je confirme que c'est encore le cas, que définitivement, il y a beaucoup de personnes de nos jours qui encore, dont moi-même, qui commencent la cybersécurité par les CTF. Merci à Northside. Mais je pense aussi que pour te clamer chercheur, à moins que ce soit dans ton titre, puis ça, c'est I7 qui l'a pionnier au Québec, mais moi, j'ai commencé par vouloir donner des présentations. Fait que là, je bâtissais un produit de sécurité, puis là, j'avais trouvé des vulnérabilités dedans, puis là, je voulais partager des vulnérabilités systémiques, là, pas des vulnérabilités, là, pas un buffer overflow, là, vraiment. Si tu veux bypasser du Network Access Control, il faut spoofer des Macs d'imprimantes. Puis là, j'avais envie de partager ça à tout le monde parce que ça marchait contre plein de logiciels. Fait que, ça a commencé comme ça. Tu veux partager tes connaissances, puis là, un moment donné, oups, tu mets t'as l'étiquette de chercheur qui arrive parce que tu n'arrêtes pas de partager tes connaissances, finalement. Ce qui est quand même un peu, je trouve, ingrat face aux vrais chercheurs. À mon avis, un vrai researcher, c'est académique. Donc, moi, je me sens très vendu des fois là, avec nos titres de chercheurs. Oui, c'est ça. C'est un peu. Moi aussi, j'ai toujours eu un peu le syndrome de l'imposteur d'oser dire que je suis chercheur, alors que quand je collabore avec des professeurs ici, je comprends que je peux pas vraiment. C'est vraiment la recherche académique puis la recherche en entreprise qu'on appelle la recherche d'un point de vue qui est souvent un peu du marketing déguisé. Là, je pense qu'il faut l'avouer, hein, dans les entreprises privées. Justement, le fait d'aller sur la scène dans des podcasts ou sur des conférences, c'est juste pour avoir le logo de l'entreprise, puis ensuite de parler quelque chose, puis ensuite faire du marketing sans dire que c'est un pitch. Mais voilà, donc c'est correct, c'est pour démontrer de l'expertise, puis ça soit à l'interne ou à l'extérieur. Mais point de vue académique, de l'avoir vu avec Monsieur Baudry, c'est vraiment plus rigoureux, alors que moi, Sébastien peut le dire, c'est un peu plus chaotique, un peu plus comme OK, on s'en va dans une direction, on essaie un autre. Qui peut être attaché à l'aspect commercial, comme avoir vraiment comme OK, ça va être bon pour nous, pour notre produit, alors que c'est pas du tout une considération, mais peut-être on va laisser les académiques dans la salle donner leur opinion.
Mais moi, je ne mettrais pas une barrière aussi ferme entre la recherche académique et la recherche venant de l'industrie, parce que la recherche académique, elle pourrait pas se mener si on n'avait pas des contacts privilégiés dans l'industrie qui sont prêts à partager leurs données, qui sont prêts à nous donner leur vision des choses. Alors peut-être que dans l'industrie, on a moins le temps de bien packager ensuite les résultats dans des articles bien propres et des trucs qui sont bien soignés, mais je vous rassure, hein, c'est tout aussi chaotique que dans le monde académique, la recherche, que ça l'est dans le monde de l'industrie. C'est juste que notre pression temporelle, elle n'est pas tout à fait la même que la vôtre. Alors, on a un petit peu plus de luxe, mais Alexis et Olivier, là, savent très bien que nous, moi, quand j'ai lancé il y a une dizaine d'années là, des réseaux de recherche, on essayait de mettre ensemble des gens en recherche plutôt technique et puis des gens en sciences sociales. Mais c'était très important pour nous d'avoir aussi des représentants de l'industrie là, qui nous gardaient un petit peu sous contrôle quand on disait pas trop de bêtises et de niaiseries et de pas trop nous faire non plus brainwasher par les gens du gouvernement qui cherchaient à faire peut-être mousser des sujets qui n'étaient pas forcément la priorité. Donc je pense que c'est assez intéressant comme écosystème. C'est certain que chacun on a des priorités et puis des enjeux qui sont pas toujours 100% alignés, mais en même temps on est tous interdépendants et nos étudiants ont besoin d'aller faire des stages dans l'industrie. Parfois, on a besoin de lire en avance ce que vous faites, même si c'est pas la même structure, parfois, de préparer des projets. Mais je crois qu'au Québec, puis ça, c'est assez unique, je crois, par rapport à d'autres provinces au Canada. Là, on a quand même, peut-être c'est parce que notre taille est plus réduite, là, cette capacité à se croiser régulièrement, que ce soit NORSEC ou d'autres conférences, à échanger, à discuter, puis à bâtir des choses en commun. Là. La communauté de cybersécurité au Québec, particulièrement à Montréal, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de choses, donc il y a beaucoup d'occasions de croiser des étudiants, des professionnels. Puis ça contribue à la recherche parce que ça crée des collaborations entre les différents milieux. Moi, je peux continuer avec mon expérience. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de mouvements de l'industrie vers la recherche, c'est-à-dire des gens qui se mettent à faire un doctorat après avoir été dans l'industrie. Ou à l'inverse, des gens qui font une maîtrise ou une thèse en même temps ou qui partent après dans l'industrie. Là, moi, je peux prendre des exemples. J'ai eu des étudiants doctorants où j'avais fait une formation sur l'anonymisation dans une banque qui sont venus ensuite faire une thèse. Et puis après, à l'inverse, j'ai des gens qui ont fait une maîtrise puis qui sont partis dans des organismes ou des industries après leur maîtrise avec qui je continue encore de collaborer. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup à la fois de circularité des gens qui passent d'un à l'autre ou qui font les deux en même temps, c'est-à-dire qui commencent dans l'industrie puis qui se découvrent un intérêt de... Tout à l'heure, là, je n'étais pas non plus d'accord quand tu disais la recherche, c'est que dans l'académique où c'est différent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se découvrent, qui font de la recherche quand tu disais dans l'industrie puis qui à un moment se disent comment je peux la diffuser plus largement en passant par la case académique ou en essayant de comprendre les circuits académiques. Ce qui vient nourrir aussi la boucle de rétroaction entre les deux domaines. En ce sens-là, j'aimerais entendre M. Baudry et François, parce que vous semblez collaborer aussi, fait que c'est une collaboration entre les deux, donc c'est un bel exemple, puis j'aimerais ça que vous partagiez cet exemple-là, justement, pour peut-être enlever un peu le syndrome d'imposteur, mais en même temps, comment voir cette circularité-là peut se matérialiser. Là. Oui, donc en fait, moi j'étais un peu hésitant sur le passé de la recherche au Québec parce que je suis arrivé au Québec il y a 2 ans et demi. Donc je découvre encore beaucoup le paysage de la recherche au Québec, voire même plus généralement en Amérique du Nord. Je suis arrivé d'Europe il y a 2 ans et demi. Donc voilà, donc la recherche que je fais la même depuis longtemps, mais le fait que je la fasse au Québec, à Montréal, avec les gens ici présents, c'est quand même encore très très nouveau pour moi. Donc je découvre encore beaucoup de choses. Mais par contre, une chose que j'ai fait en Suède et en France, là où j'ai travaillé avant, c'est j'ai toujours eu cette collaboration, cette conversation avec l'industrie, l'industrie logicielle. Avant de venir, j'étais à Stockholm. Je travaillais beaucoup avec les grands groupes industriels suédois, la Défense, Saab, Ericsson. Et puis il y a une grosse scène jeux vidéo à Stockholm qui existe aussi à Montréal. Et donc là, je rejoins mes collègues ici donc
pour moi, l'intérêt de discuter avec tous les gens qui sont ici, c'est de faire une recherche qui est pertinente, en fait. Je pense que c'est ça qui nous rejoint tous, c'est que, on a envie de faire de la recherche, donc on a envie de faire des choses pointues, niches, mais qui restent pertinentes. Et je pense que ça, la pertinence de nos sujets, c'est ce que dit Benoît aussi, c'est une manière, je pense qu'une bonne manière de faire, c'est d'écouter, de discuter, d'aller parler dans des confs industriels et aussi dans des confs académiques où il y a ces échanges-là. Et la manière dont on a collaboré avec François, c'est que quand je suis arrivé il y a 2 ans, je travaillais déjà sur ce sujet de software supply chain. Et donc, une des premières choses que j'ai passé beaucoup de temps la première année à écrire à plein de gens que je trouvais sur Internet qui travaillaient à Montréal. Et il se trouve qu'à Montréal, il y a une startup qui fait un outil d'analyse de software supply chain. Donc, c'est quand même assez... c'est vraiment un gros coup de chance, je pense, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc voilà, donc j'ai contacté François et Zaïd, et puis on a commencé à discuter. Et puis ensuite, moi j'ai recruté des étudiants qui ont aussi été rencontrer François. Et donc là, cet été, on a un projet ensemble avec 2 étudiants, une étudiante au doctorat et un étudiant à la maîtrise qui travaille à la fois avec François à Boost Security et avec moi. Ouais, voilà. Comme professeur Dupont le mentionnait précédemment, ce qui est l'intérêt, puis c'est exactement le cas qu'on a ici, c'est que nous, on a un jeu de données qu'on a accumulé, un data lake qu'on a accumulé depuis des années, mais on n'a tout simplement pas le temps ou l'expertise ou la rigueur académique pour comprendre ce qu'on a dans cette masse de données-là, qu'on utilise pour des buts vraiment très pragmatiques, alors que dans la recherche académique, là, ce qu'on est en train de faire cet été, c'est vraiment un ground truth dataset, comment ça se dit en français, un jeu de données de vérité. Vérité terrain. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif de la recherche qui est cet été avec les gens au doctorat et à la maîtrise qui prennent notre data lake, extraient ça, puis en fait du labeling du ground truth qui va par la suite aider la recherche. Alors que nous, on a cette donnée-là qui a été accumulée parce qu'on a payé littéralement au fil des ans des dizaines de milliers de dollars de cloud compute, à chaque mois, peut-être à peu près 10-15 000 $ de cloud compute. On accumule des données, puis ces données-là, elle a une valeur. Comme on peut voir qu'est-ce que c'était il y a comme 3 ans, le state, il y a 2 ans, il y a 1 an. Donc ça, c'était très intéressant. Puis faire une analyse à grande échelle. J'allais parler, j'aime ça parce que là, c'est industriel et académique et technique. Mais un autre volet, puis là, ça va rejoindre plus les travaux de Benoît Dupont. Mais moi, ce qui m'a passionné, moi, j'étudie les cybercriminels, n'est-ce pas? Puis au début, j'étais focus sur les artefacts techniques. Puis, avec le temps, je me suis rendu compte, c'est des humains qui font ces attaques-là. Tu sais, c'est pas... On n'étudie pas la nature. On n'étudie pas des roches ou la géologie ou les astres. On étudie des humains qui font des attaques. Fait que là, je me suis mis à me mettre en équipe avec des criminologues. Parce que c'est eux les meilleurs pour comprendre le crime, dans le fond. Puis ça m'a vraiment... J'étais sur une tangente. J'ai eu Massara Paquette-Houston, Andréane Bergeron, avec qui j'ai travaillé. Puis on a publié quelques papiers. Elles ont publié quelques papiers. Moi, je n'ai pas fait grand-chose là-dessus. Mais je trouve ça intéressant comme d'essayer de travailler dans un domaine technique, mais vers l'humain, pour essayer de régler de façon systémique ou en amont des futurs problèmes de sécurité. Pour rebondir là-dessus, nous, en travaillant sur les APT, c'est plus rare qu'on a un humain précis derrière, ou en tout cas qu'on peut l'identifier, mais depuis la dernière année, on a recruté quelqu'un qui avant était à la chaire Raoul Dandurand pour nous aider à avoir le contexte géopolitique autour. Donc là aussi, de ramener ça à un côté plus social, humain, pour mieux comprendre ce qui se passe dans le technique et à quoi ça sert.
J'aborde dans le même sens. Dans mon travail, on gère beaucoup des attaques qui sont faites avec le vecteur du courrier électronique, ce qui nous donne l'avantage de savoir c'est qui exactement qui est ciblé. Donc, au-delà de comment la chaîne d'attaque fonctionne, qu'est-ce qui est droppé comme logiciel malveillant, y a des vulnérabilités exploitées et tout, on peut prendre un pas de recul et dire, dans la campagne, qui a été ciblé? Puis ça aide vraiment à comprendre, du moins à émettre des hypothèses sur c'était quoi l'objectif de l'attaque, puis qui pourrait être responsable. C'est toujours de l'hypothèse puis je veux pas dire du guesswork, là, mais bon, on le saura jamais pour sûr de notre côté. Mais dans le fond, vraiment, qu'est-ce qui motive l'attaque? Puis c'était quoi l'objectif final de justement ces humains-là qui ont des mandats, qui ont des objectifs qui leur sont donnés par leurs supérieurs aussi, comme dans toute entreprise. Puis c'est vraiment intéressant, ça enrichit vraiment le travail plutôt que de juste analyser des chaînes d'attaque techniques qui finissent par se ressembler là, jour après jour. Mais même au-delà de qui est ciblé, je pense que c'est une autre dimension super intéressante. Et puis ça aussi, ça peut être fait, comme le disait Olivier, là, en collaboration avec des gens qui ont des données techniques et des gens qui étudient plus l'aspect humain. Mais j'ai passé une partie de l'été là, à relire beaucoup sur l'ingénierie sociale. Et notamment là, beaucoup de publications par des psychologues. Moi, je me définis pas du tout comme psychologue. Là, j'ai fait des études en sciences politiques plutôt, mais les psychologues qui essayent de décomposer, c'est quoi les ressorts cognitifs, les faiblesses cognitives ou psychologiques ou émotionnelles qui sont utilisées comme levier pour faire passer des attaques. Et ce qui était intéressant, c'est que j'ai redécouvert, mais c'est des attaques qui sont très économiques du point de vue des attaquants qui parfois n'ont pas le temps là de trouver des zero days et des choses un petit peu plus sophistiquées. Et donc, ils prennent des raccourcis en essayant de se focaliser sur l'humain. Puis, ça me rappelait il y a l'aspect défensif technique, mais ça, c'est, comme ils disent dans les banques, là, c'est la première ligne de défense, mais il est indispensable aussi que les personnes qui sont ciblées, on puisse les rendre plus robustes cognitivement ou psychologiquement, ou qu'on puisse faire des programmes de formation qui sont un peu au-delà là, de ce qu'on voit par les temps qui courent, qui est assez caricatural et je pense pas très efficace personnellement là, parce que c'est trop générique. Donc je pense qu'il y a encore, et ça c'est peut-être la bonne nouvelle là pour ceux qui nous écoutent, il y a encore tellement de sujets qui restent à aborder puis qui n'ont pas vraiment été traités de façon approfondie là, par la recherche. Donc, et qui pourraient bénéficier également de ces croisements industrie, académie, technique, humain. Et donc, moi, je pense que ça fait une quinzaine d'années là que je travaille là-dedans, mais je me dis que j'en ai encore pour 15 ans si je veux juste passer en revue la liste des sujets qui m'intéressent et que j'ai pas encore eu le temps d'aborder. Donc ça, pour les jeunes qui arrivent, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Les jeunes collègues, là, il y a tellement de travail encore qui reste à couvrir. On a juste commencé à gratter la surface étant donné l'importance que la technologie de plus en plus prend dans nos vies. Si je peux rebondir là-dessus sur l'aspect collaboration avec d'autres disciplines, moi en vie privée, c'est beaucoup avec les chercheurs en droit et en éthique aussi. Donc si on fait un peu l'état de l'art de la cybersécurité et qu'on continue, je pense qu'il y a le fait qu'il y a de plus en plus d'ouverture à d'autres disciplines et de collaboration avec d'autres disciplines. Donc dans mon cas, ça serait effectivement en vie privée, c'est clair que juste espérer que la technologie résout tous les problèmes, c'est un peu rêvé. Il faut collaborer avec les chercheurs en droit. Sur les aspects éthiques de l'IA, c'est évidemment les éthiciens qui ont aussi beaucoup étudié ces enjeux-là. Donc il y a aussi beaucoup d'ouverture vers cette discipline-là, je pense. Puis des projets en collaboration avec cette discipline aussi qui émergent. Je pense qu'on se rend, moi je suis 100% d'accord, là, on se rend mal compte à quel point la cybersécurité, là, ça fait appel à une diversité de disciplines. Là, il y a un schéma que je montrais des fois dans des présentations que je faisais où il y avait 40 disciplines qui étaient interconnectées les unes avec les autres et qui avaient une pertinence pour étudier les questions de cybersécurité. Puis moi, mon exemple personnel, je pense le plus extrême, c'est que je travaille avec des collègues de l'Université d'Ottawa en théâtre. Sur la cybersécurité, vous direz pourquoi le théâtre? Parce qu'en fait, on prépare des simulations, qu'on administre des simulations de cyberattaques. Et les gens en théâtre, en fait, c'est les mieux placés pour savoir comment construire un récit ou une histoire qui va vraiment happer le public qui participe. Et donc, les gens de théâtre, ils connaissent rien à la cybersécurité, évidemment,
mais ils savent raconter des histoires comme personne. Et donc, si on leur donne des paramètres avec des collègues d'informatique et de droit, ils vont créer des histoires qui sont beaucoup plus intéressantes pour les participants là, qui font la simulation que si c'était nous qui nous focalisions juste sur les aspects techniques ou les aspects purement criminologiques. Donc ça, c'est un exemple justement de ce que Sébastien mentionnait sur à quel point certaines disciplines dont on n'a même pas idée peuvent aussi nous aider à faire avancer notre réflexion sur la cybersécurité, puis nos recherches aussi sur le sujet. Puis, si je peux continuer aussi, là, si on prend la loi 25 ou d'autres lois de protection des données, on voit qu'il y a des nouveaux postes qui sont créés en protecteur des données là, ou responsable des données personnelles. Puis là où il y a 10 ou 20 ans, on avait souvent le réflexe de dire c'est un juriste qui va assurer ce poste-là. Il y a de plus en plus d'entreprises où on veut quelqu'un qui a un profil technique ou un profil interdisciplinaire pour être capable d'assurer ce rôle-là. Donc c'est plus un avocat qui va forcément être le responsable de la protection des données dans une entreprise. Ça peut être très bien quelqu'un qui a un background technique, mais qui a l'habitude ou l'appétence à travailler avec des gens dans d'autres disciplines ou qui a un background et qui a été formé un peu à l'aspect technique, mais l'aspect légal aussi ou éthique. Y a-t-il une question plus difficile à répondre qui vient d'un étudiant qui dit « Hey, toi, comment tu pourrais me conseiller pour bien rentrer dans le domaine de la cybersécurité? » Il y a tellement de sous-disciplines que c'est pratiquement impossible à répondre sans faire une dissertation de 4 jours. Je pense que si tu me permets, Nicolas, pour revenir à ta prémisse de l'épisode, qui est comme l'état de la recherche en cybersécurité au Québec, ce que je peux voir comme en écoutant les gens parler ici puis regarder les différentes, qu'est-ce qu'ils regroupent, on a comme 4 chercheurs du côté plus, si on peut dire, défensif, comme sécurité applicative, vraiment comme s'assurer de mieux développer les applications pour être... Puis je prends Sébastien Gams là-dedans, dans le côté plus cryptographie et tout ça. Et donc, de ce côté-là. Puis l'autre côté, il y a plus ceux qui sont... L'attaque est déjà faite. Et là, il y a la criminologie qui embarque. Pourquoi cette attaque-là s'est produite? Quelle est la motivation? Quel est l'impact et tout ça? Donc, il y a un peu ce duo-là qui est intéressant de voir. On prévient des attaques aussi. Là. Attention, François. Là. On prévient des attaques. On espère. Souvent. Sinon, le produit fonctionne pas. Mais oui, donc en fait, un peu, il y a ces 2 grandes spécialités. Puis je pense que, Olivier est une des premières personnes que je connais depuis très longtemps qui a transitionné dans sa carrière assez rapidement vers ce qui peut s'appeler recherche. Puis moi, je l'ai suivi quelques années après, mais chacun avec deux chemins de carrière complètement différents. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que on est très complémentaires. On parle, on a une réalité similaire, mais appliquée à des domaines, des expertises vastement différentes. Puis je pense que c'est très cool au Québec. Il y a beaucoup de gens là. Tu parlais de Pierre-Marc tantôt, Alexis, Benjamin, tout ça. J'oublie les noms, mais il y en a plein qui ont passé par E7 qui sont world class malware researchers. C'est incroyable de ce côté-là. On peut être extrêmement fiers. Puis autant tout ce qui est vie privée, là, Gilles Brassard, qui est un pionnier, qui est dans les années 80 avec tout ce qui est cryptographie, les smart cards, c'était sur les sœurs, j'aime plus dans ce temps-là, tout ça. Donc si on remonte vraiment dans les années 80, la recherche en cybersécurité ou protection des données et tout, ça remonte à assez longtemps. Puis c'est intéressant de voir cette évolution-là. Mais on est chanceux. Je pense que la langue française joue là-dedans. On a comme, là, je vais dire 4, mais je veux pas oublier d'universités, mais on a des grosses universités francophones qui mettent sur le marché plein de monde. Puis, la plupart des francophones vont rester au Québec. On veut pas. Il y en a qui vont s'en aller aux États-Unis, mais il y en a beaucoup qui restent pour des raisons familiales, de proximité, tout ça. Donc, ça met sur le marché plein de gens talentueux. Et les crédits d'impôt R&D généreux de Ottawa font qu'il y a beaucoup de GEM+, Ericsson, et là, I7, c'est toutes des unités qui existent à cause des crédits d'impôt du Canada. En tout cas,
pour les hommes d'affaires, c'est souvent ça. Tu sais, Flare aussi, puis GoSecure aussi, on faisait appel à ces outils-là. Donc, ça fait qu'il faut faire de la recherche si tu veux les crédits d'impôt, puis là, tu vas diriger ta recherche pour qu'elle s'applique sur ton produit, tu sais, parce que on fait pas ça pour rien. Mais donc, je pense qu'il y a comme un contexte très intéressant qui explique pourquoi il y a autant de talent. Puis pour Gem+, je tenais à dire, parce que tu as nommé Gilles Brassard, Gilles ou Georges? Gilles Brassard. Je vais nommer Jean-Marc Robert, qui a été en sécurité, qui est un peu mon mentor, là, qui fait que je suis ici. C'est ça. Donc, lui qui a été directeur du département, puis il a été aussi professeur en sécurité à l'École de technologie supérieure. Oui, je vais rebondir un peu là-dessus aussi sur le volet académique, étudiant et tout ça, parce que les professeurs dans la salle l'ont mentionné, qui accompagnent des personnes à la maîtrise ou au doctorat sur ce type de choses-là. Et donc, l'effet de contamination entre le milieu académique et industriel est très fort dans l'absolu parce qu'on a ce lieu-là de recherche. Et comme Olivier l'a bien mentionné, on a cet écosystème-là qui est fort à Montréal, particulièrement, et vivant. Donc, je vais avoir un peu votre opinion sur justement l'état des étudiants qui viennent et qui recherchent et le passage au milieu professionnel ou retour au milieu académique, un peu comme Sébastien Gam a mentionné aussi. Je peux commencer, mais comme je disais, moi j'ai eu les cas d'étudiants qui sont venus du milieu d'industrie, qui sont fait une thèse, puis qui sont repartis après, soit dans l'industrie, soit qui veulent continuer des carrières académiques. Où j'ai eu des étudiants qui sont passés après de l'académique puis en vie privée, il y a quand même... par exemple, dans d'autres domaines de la cybersécurité, tout à l'heure on parlait d'entreprise. Benoît, je pense, Baudry disait, il y a une entreprise à Montréal qui fait un type de produit, mais en vie privée, comme je l'ai mentionné tout à l'heure par la loi 25, je pense qu'il y a des besoins dans pas mal d'entreprises sur les enjeux de vie privée. Donc je dirais que les profils des étudiants font qu'il y en a qui vont... il y en a un qui a fini sa thèse, qui a été à Chine Énergie en R&D. Il y en a un autre qui est à Desjardins, par exemple, sur l'anonymisation. Il y en a un qui a fait l'agence de la mobilité à Montréal. Donc, je dirais, dans mon cas, les étudiants peuvent aller un peu dans tous les... peut-être pas dans tout, mais il y a des enjeux de vie privée dans pas mal de domaines. Donc il y a pas mal de succès. Après, il y a des étudiants qui veulent faire une carrière académique et là, qui sont en postdoc où là, ça marche aussi bien. J'en ai plusieurs qui sont devenus professeurs là. Donc il y a plein de diversité de parcours possibles. C'est certain que moi j'entends souvent des plaintes, et puis quand j'ai fait l'état des lieux là, de la cybersécurité au Québec pour Prompt qu'on a diffusé, je pense, en 2024, là, c'est clair qu'il y a quand même, il faut le nommer, là, une frustration de la part des entreprises qui veulent recruter des gens en cybersécurité sur la formation des étudiants, parce que tout le monde s'attend à avoir des gens pleinement formés. Mais la cybersécurité, comme vous le savez tous, là, c'est un domaine dans lequel c'est pas vrai que tu vas sortir de l'université pleinement formé, étant donné que c'est en formation permanente, tout est en train d'évoluer tout le temps, donc on peut pas s'attendre à ce que quelqu'un qui sort de l'université soit opérationnel. Mais il y a comme une espèce de frustration sous-jacente dans l'industrie en disant mais là les universités nous envoient des gens qui sont pas suffisamment formés pour être opérationnels tout de suite. Donc là, je pense que ça, c'est un des premiers, un des constats qui a été assez surprenant. Mais le deuxième, c'est comme disait Sébastien, c'est que du côté de la recherche, si on sort de la formation initiale dans laquelle tout le monde est toujours frustré, mais la nouvelle que j'ai pour vous, c'est que ce soit les cabinets d'avocats, les médecins, les hôpitaux, tout le monde est frustré que les étudiants qu'ils reçoivent ne sont pas opérationnels comme s'ils avaient 10 ans d'ancienneté. Mais ça, ça en dit plus peut-être sur les attentes des gens qui les recrutent que sur la qualité des gens qui sont recrutés. Mais je pense par contre, côté recherche, c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours forcément compte qu'on a vraiment un pôle international à Montréal, même par rapport au reste du Canada. En cybersécurité, là, on a vraiment des forces incroyables. Là, dans ce même rapport, là, j'avais essayé de faire le décompte des professeurs qui travaillent, que ce soit sur le campus de l'UDM, à l'UQAM, à l'ETS, à Concordia aussi, à l'Université Laval, à l'Université Sherbrooke. Là, quand tu commences à mettre tout le nombre de profs bout à bout qui travaillent là-dedans, là, on s'approche d'une centaine de personnes.
tu multiplies ça par une dizaine par prof, c'est-à-dire tous les étudiants de maîtrise et de doctorat et de postdoc qui sont supervisés, dont une grande partie en fait ont déjà un pied dans l'industrie et sont des gens qui veulent en fait poursuivre dans la recherche académique tout en continuant à maintenir leur emploi dans l'industrie. Et là, tu as comme une espèce de tissu de recherche qui est assez incroyablement riche, qui bénéficie des crédits d'impôt, comme le mentionnait Olivier, et puis qui font des allers-retours. Là, Olivier est bien placé. Là, il a eu pas mal de gens en fait qui ont travaillé dans ces équipes et qui sont professeurs maintenant. Et donc ça, c'est quand même, nous dans les universités, on bénéficie aussi de l'exposure que ces gens ont eu pendant plusieurs années dans l'industrie. Et pour nos étudiants, c'est bien plus riche d'avoir des enseignantes et des enseignants qui ont travaillé dans l'industrie plutôt que des gens qui sont purement académiques. Donc, je pense qu'on a un écosystème au Québec à mon avis, qui est largement en tête de ce qu'on a dans le reste du Canada. Moi, je suis toujours en train d'essayer de comparer par rapport à l'Ontario, par rapport à d'autres provinces dont on nous rabat les oreilles en disant ils sont tellement meilleurs que nous. Et en fait, je pense qu'on pourrait facilement défendre l'idée qu'on est probablement des leaders, mais peut-être à cause de la langue, on a un petit peu plus de timidité à s'affirmer comme tel en disant mais moi, j'ai vu quelques études d'industrie canadienne, IZ maintenant, là, qui dit non, en fait, quand on commence à compter, le Québec, c'est pas mal le leader en termes de recherche en cybersécurité. Mais c'est juste qu'on est un petit peu plus fragmenté. Il y a des choses en dehors de Montréal aussi qui se passent. Et c'est très bien que ça couvre tout le territoire et pas juste à Montréal. C'est la langue et le côté judéo-chrétien. Là, on peut pas se vanter, on peut pas être bon, il faut qu'on souffre. L'existence terrestre est pénible. Si je peux parler un peu de l'autre côté, moi, ça fait juste 5-6 ans que j'ai gradué. Et j'ai l'impression que à travers les années, quand j'ai commencé mon bac en 2016 et quand j'ai fini en 2021, les gens qui rentrent, ou en tout cas les étudiants, ils sont plus au courant que la cybersécurité, c'est un domaine, qu'il y a des choses à faire là-dedans en informatique. Et il y a plus, à cause que les gens sont plus aware que de la recherche, qu'il y a plus d'intérêt, il y a plus de demandes pour avoir des cours, des formations là-dessus. Et je vois que l'université commence à ajouter des programmes ou des cours individuels pour répondre à ça un peu. Ben, justement, en fait, personnellement, j'ai eu l'option de faire des cours à mon université dans le cadre de mon bac, en fait, puis on a l'option maintenant de faire des cours de cybersécurité directement. Maintenant, on pourrait se dire, un peu un truc que je ramènerais, mais le terme de cybersécurité, c'est tellement large, puis on le voit bien ici, là, on a du monde clairement plus au niveau technique, supply chain, cybercriminalité, vie privée, et ainsi de suite. Il y a tellement d'aspects que j'ai tendance à dire que c'est un peu impossible de dire on va former des gens dans le milieu académique pour être bons en cybersécurité. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire ça, hein, fondamentalement? Mais je pense qu'en même temps, c'est un peu ça la beauté de la cybersécurité, c'est que tu t'apprends à propos de certains aspects. Peut-être que tu viens particulièrement bon dans un aspect, mais après, tu rencontres d'autres gens qui font complètement quelque chose de différent, où tu vas travailler ailleurs, où tu vas en académique pour étudier un autre sujet, puis comme tu amènes ta vision, ton background sur un aspect de la cybersécurité, généralement, tu es capable d'apporter un point de vue que les autres n'ont pas, puis tu enrichis finalement cet aspect-là de collaboration. J'irai un peu plus loin là-dessus. Puis là, on en parle tantôt, notamment Benoît Dupont, sur la pollinisation croisée entre les domaines à l'extérieur de ce qu'on est. Puis plusieurs l'ont fait de façon un peu indirecte à travers la conversation. Est-ce qu'à Montréal, on a un terreau fertile à cette pollinisation croisée interdomaine qui, je crois, puis en tout cas, ce que je perçois chez vous autres aussi, est une des forces importantes qu'on a en cybersécurité, du moins à Montréal ou au Québec, d'être capable de regarder juste en dehors de notre lorgnette pure technique, là, très, très ingénieur-ish. Moi, je pense qu'on le fait, mais qu'on pourrait faire mieux. Puis ça dépend aussi si on a le soutien de la direction ou pas.
C'est vraiment difficile d'embaucher quelqu'un, disons, en criminaux. Faut avoir des gestionnaire qui y croient. Puis c'est dur de prouver la valeur. Puis là, beaucoup de monde parle de la valeur. Puis là, dans notre industrie, tu sais, là, nous, ça va bien, on a des bonnes carrières, on a toutes des années d'expérience derrière nous, mais il y a beaucoup de monde qui se font renvoyer en ce moment. Puis c'est l'IA, en gros, qui est nommé pointé du doigt. Bon, tu l'as dit 40 minutes après le début. On est bon. Mais non, mais puis là, je l'ai dit en tout cas de façon négative. Mais donc, c'est ça prend comme le soutien des gestionnaires, mais on pourrait faire mieux. Puis là, je vais parler du gros problème de la cybersécurité, c'est en utilisabilité, en usability en anglais. Je pense qu'on est pourri. Je pense que tous nos produits, tout ce qu'on bâtit en techno est beaucoup trop compliqué à utiliser. Puis un débat que j'aime ramener, c'est les gestionnaires de mots de passe. C'est une solution atroce à un problème constant, récurrent. Puis, il va falloir qu'on fasse quelque chose par rapport à ça. Ça va prendre des gens en utilisabilité dans tous les projets de recherche et de informatique un jour. Là. Dans 100 ans, on va rire de nous, même. À mon avis. J'espère qu'on va rire. Petit point sur l'utilisabilité, je trouve ça super intéressant. Puis je suis d'accord que derrière moi, j'ai exploré quelques produits qui existent, puis c'est quand même assez terrible. Puis même quand tu t'y connais, des fois, tu es capable de te dire, ah ben ça, c'est pour faire telle chose, ainsi de suite. Probablement que ces produits-là sont targetés par du monde un peu spécialiste, mais ça fait que la barrière d'entrée est beaucoup plus grande. Mais ça c'est... Ouais, vas-y, Sébastien. Ouais. Mais un truc que je pense qui... Pour exactement les password managers, dans ce cas-là, j'ai l'impression que la solution n'est pas centralisée. Donc, le password manager, c'est une solution centralisée, right? Moi, je dis, j'ai un produit, j'ai un password manager, voici, ça va régler ton problème que tu as demain. Et la majorité des produits de sécurité, c'est un peu ça. Sauf que la solution, c'est probablement que toutes les compagnies qui ont un service de login, ben, ils changent de technologie ou ils utilisent une façon plus simple de se connecter, par exemple via des passkeys ou des trucs comme ça. Mais ça, c'est une solution décentralisée, c'est-à-dire tout le monde doit appliquer quelque chose. Je veux pas dériver la conversation, mais les passkeys, c'est pire, je trouve, pour en commencer à l'adopter. Là. Ça n'a pas de sens, comment que c'est pas, ça marche pas. Ils vont dans ton password manager, puis là, t'en as un par device, puis sur Linux, ça marche pas. En tout cas, j'arrête là. Mais ça, c'est peut-être un domaine de recherche sur lequel, au Québec, on n'est pas si fort que ça, c'est l'usabilité, alors qu'en informatique, là, c'est tout un champ de recherche, là, HCI, Human Computer Interface et tout ça. Et ça, on peut s'autocritiquer un peu. Et ça, au Québec, les universités, en tout cas, contrairement à des collègues qui, en Ontario, à Carleton, par exemple, ont développé vraiment des grappes de chercheurs qui travaillent là-dessus. Mais nous, on a à ma connaissance, peut-être je parle à travers mon chapeau, mais ça, c'est pas un aspect qu'on a vraiment développé au cours des dernières années, alors que c'est celui qui est vraiment à l'interface. C'est vraiment le point de rencontre entre l'aspect technique et l'aspect humain, parce que c'est fabriquer des interfaces techniques qui soient faciles d'utilisation pour des humains tout en restant robustes. Là. Le brief, il est assez clair quand même, et puis on pourrait faire plein de recherches là-dessus, j'imagine, qui seraient très utilisables directement par l'industrie. Mais je dois avouer, peut-être j'ai un nom incontournable qui m'échappe là au Québec, mais je ne crois pas qu'il y ait grand monde, et je m'excuse par avance s'il y a une personne qui fait de la recherche là-dessus dans le monde académique et que j'ai oublié, mais c'est pas des équipes extrêmement étoffées, alors que ce que tu dis, Olivier, c'est quand même... ça serait peut-être le b.a.-ba là, des choses, d'avoir un petit peu plus d'énergie à consacrer à ça. Ouais, je pense que pour l'avoir, pour travailler pour une entreprise qui vend un produit de cybersécurité, c'est ça le défi, c'est que tu veux, pour la mettre en marché, c'est c'est la compétition, tu veux avoir une feature de plus, de rendre le produit plus complexe. Donc c'est comme...
ça va à l'encontre de ça, justement, de rendre plus simple, plus facile à comprendre. Et puis là ça devient à la limite un désavantage compétitif juste pour la checklist, comme il y a 10 features versus 12. Donc c'est difficile. Pour avoir travaillé pour une entreprise de password manager et avoir travaillé sur les standards de passkey depuis 2013, j'étais dans ce qui s'appelle maintenant passkey. J'ai travaillé sur FIDO Alliance depuis très longtemps, puis on en parlait d'usabilité là-dedans, puis l'adoption en 2013. Puis Ça m'amène à penser à une discussion qu'on a eue il y a super longtemps quand on était chez ICET. Puis, tu sais, quand la conclusion qu'on avait eue, c'est moins on pose de questions à l'utilisateur, mieux c'est. Tu sais, dans le fond, imaginez, OK, tu as un antivirus, l'usager clique sur un lien, puis l'antivirus, c'est pas capable de déterminer, tu sais, ça a l'air suspect, mais pas assez pour bloquer. Tu demandes-tu à l'usager, veux-tu y aller ou pas? OK? Quel genre d'utilisateur est capable de répondre à cette question-là, comme avec la bonne information, si la technologie n'est pas capable de le faire? Tu sais, ma mère, là, elle clique sur un lien, c'est sûr qu'elle veut y aller. Hein. Puis là, elle a un warning. T'es sûr que tu veux y aller? Ça a l'air un peu louche, mais je te laisse, clique sur OK, tu vas y aller. C'est ce genre aussi de complexité-là qu'il faut enlever. Il faut arrêter de poser des questions à nos usagers. Des questions qui sont impossibles à répondre, même par des professionnels. Là. Fait qu'il y a comme un aspect aussi de la complexité qui doit être caché, qu'il ne faut pas exposer à l'usager, pour qu'il y ait moins de complexité de son bord, puis moins de questions à répondre, moins de décisions à prendre, parce que c'est des décisions qui sont impossibles à bien prendre systématiquement. Au lieu de rendre l'expérience plus facile, plus comprenable, il faut minimiser au maximum ces interactions avec les produits de sécurité, à mon avis, pour les gens, comme les mortels, comme j'ai fait. Je pense qu'on pourra envoyer le podcast pour un MyTax pour démarrer une chaire en cybersécurité sur l'usabilité au Québec. Là. Je pense que on vient de faire le cas, je pense que tout le monde... Je pense aussi qu'il y a encore des gens qui développent ces outils-là qui perçoivent que la cybersécurité, c'est un truc technique et complexe, donc le fait que ce soit complexe, c'est normal. Puis nous qui sommes experts dedans, on comprend un peu cette complexité-là, mais la traduction vers l'usabilité pour un utilisateur normal, souvent n'est pas faite. Mais avant de contacter MyTax, je pense qu'il faut d'abord recruter peut-être même former des étudiants dans ce domaine, parce que je rejoins vraiment Benoît Dupont. Moi, de ce que je vois depuis 2 ans, là, c'est c'est vraiment un des domaines dans lequel il n'y a pas de recherche à Montréal, en tout cas. C'est ce domaine HCI. Et donc, en effet, HCI pour la cybersécurité, on n'y est pas. Et pour revenir sur la question de croiser les domaines, mon expérience en tant que nouvelle arrivant est plutôt bonne. Je trouve qu'il y a plein de gens très différents à Montréal. Il y a plein de types d'intérêts, il y a plein de types d'entreprises, il y a plein de secteurs de l'industrie qui sont représentés à Montréal et il y a pas mal de forums pour se rencontrer. Donc, probablement qu'on peut faire mieux, mais en tout cas, moi je trouve que le terrain est très favorable à croiser des disciplines. Et si il y a un intérêt de la part des deux parties, je pense qu'il y a plein de manières que ça arrive. Et il y a du soutien, effectivement. Ensuite, il y a du soutien institutionnel de type MyTax et autres. Mais avant tout, les gens sont là. Voilà, c'est comme une ville très, très ouverte, très cosmopolite. Et donc, tout ça, je pense que ça favorise le type de recherche dont on parle. Et ça fait qu'on est là et qu'on pratique ce type de recherche. Je vais rebondir là-dessus. Puis on a parlé du fait francophone. Ça a été mentionné.
Le fait francophone, comme Olivier le mentionnait, fait que les gens vont avoir tendance à plus rester au Québec, donc cette concentration-là. Mais en même temps, à l'étranger, parce qu'on a l'exemple autour de la table, des gens francophones étrangers qui viennent s'intéresser au Québec, qui viennent le faire. Comment des deux côtés, comment le réseau francophone, notamment universitaire de la recherche, se fait? Parce qu'on a plus tendance à parler du réseau anglophone que francophone. Et même au niveau universitaire, parce qu'il n'y a pas juste au Québec que les universités font de la recherche en cyber, ou dans les domaines connexes aussi. Et il m'arrive de croiser souvent des Québécois dans des universités en Europe, dans des présentations qui ont généralement lieu avec la cybersécurité. J'aime ça vous entendre un peu là-dessus. C'est peut-être un peu plus universitaire, mais j'aimerais ça quand même vous entendre sur ça parce que c'est, je pense, important, ce réseau francophone-là dans l'espace. Tu veux y aller, Benoît ou... Je laisse y aller en premier, Benoît. Ah ouais, Sébastien. C'est Sébastien qui va nous... Non, j'allais dire qu'au-delà des Québécois qu'on croise, je pense qu'il y a beaucoup de Français ou de francophones qui viennent au Québec faire leurs études, puis qui partent après vers d'autres horizons. Donc il y a aussi l'impact. J'allais juste dire que on croise aussi, à mon avis, beaucoup de gens qui ont été formés au Québec à un moment ou à un autre, à plein d'occasions, qui sont pas... il y en a plein qui restent au Québec, mais il y en a qui vont vers d'autres horizons. Donc ça serait intéressant aussi de regarder parmi tous ces chercheurs-là, lesquels sont venus faire une maîtrise ou une thèse au Québec à un moment. Et voilà. Et après, je laisse les Benoît. Je pense que vous avez des trucs à dire. Non, mon expérience, c'est que je pense il y a une partie des chercheurs, et là je regarde Sébastien et Benoît, qui naturellement se déplacent au cours de leur carrière. Je pense qu'il y en a plein qui restent beaucoup au même endroit, et puis on en connaît qui se déplacent. Effectivement, le pont francophone est très bon pour ça. Je pense que venir naviguer entre la francophonie européenne et la francophonie québécoise, c'est très bon. Et dans les deux cas, il y a des très bonnes universités, il y a des très bons étudiants, il y a des très bons bassins industriels. Voilà, donc j'ai pas une expérience très spécifique à la cybersécurité, mais sur le volet collaboration et déplacement outre-Atlantique au sein de la recherche académique, c'est quelque chose qui se fait et quelque chose que personnellement j'apprécie beaucoup parce qu'en fait la langue nous rapproche et en même temps ça reste des cultures différentes, ça reste des manières de collaborer et de former des étudiants différentes, ça reste des manières de faire de la recherche différentes, donc on apprend beaucoup les uns des autres. Et après, le fait qu'il y a un axe francophone sur la cybersécurité ou de manière générale des collaborations de recherche, c'est vraiment très bien. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est aussi toute la francophonie africaine qui est très présente aussi ici et qui est en train de mettre en place des échanges de recherche. Donc là, je pense en particulier à cette étudiante qui est là, qui travaille avec François et moi, et qui est formée, qui est une des toutes c'est la première qui a gradué sa maîtrise d'un tout nouveau programme de cybersécurité en Algérie, et ça va grandir, et il va y avoir ces échanges avec le Québec, avec la France probablement, et tout ça c'est très bien parce qu'en fait on sait bien, il n'y a pas vraiment de frontières sur ces sujets de recherche, ni même sur ces sujets de société qui sont ici la cybersécurité. Et en effet, la francophonie ici a clairement une place et c'est super qu'on contribue à faire ça. Ouais, puis moi je rajouterais, il y a beaucoup de collaborations, mais la majorité sont plus informel ou ad hoc, c'est-à-dire qu'entre deux personnes qui se connaissent, évidemment, et en Europe, en France, mettons, on va le nommer parce que c'est là que la population est quand même presque 10 fois plus supérieure à celle du Québec, donc par effet proportionnel, probablement la taille de la population des chercheurs en cybersécurité, soit industrielle, soit académique, est aussi considérable là. Mais il n'y a pas vraiment puis ça fait des années là, ce constat-là, il n'y a pas vraiment de canal
structurée ou formelle là, de collaboration entre le Québec et la France sur les questions de cybersécurité. Je sais qu'il y a eu des efforts, mais ça reste vraiment encore à l'état de projet. Et puis même, on pourrait envisager quelque chose qui soit formel avec toute la francophonie. Benoît a mentionné là, la francophonie africaine, mais en cybersécurité, il y a énormément d'expertise qui se développe au Maroc, en Algérie. Si on descend vers le Sénégal aussi, là, il y a des initiatives intéressantes qui sont en train de se dessiner. Et puis, nous, quand on fait des MOOC de formation, on sous-estime aussi, mais des fois, on a beaucoup d'intérêt vers Haïti et tout ce qui est la francophonie africaine. Mais encore une fois, ça reste des initiatives ponctuelles. Et je pense que ça ferait pas de mal peut-être qu'on essaye d'imaginer des choses un petit peu plus établies qui font en sorte que notre langue devienne un atout, plutôt que parfois, comme c'est le cas, on se dit on est un peu désavantagé parce qu'on parle pas, on n'a pas anglais comme langue maternelle et donc on doit faire des efforts additionnels en plus de nos connaissances techniques là. Donc je pense que oui, il y a plein de collaborations qui existent, mais ça vaudrait peut-être la peine de réfléchir à comment le formaliser et sans se faire recoloniser par la taille de nos interlocuteurs qui sont quand même pas mal plus gros que nous là. J'aimerais parler d'un canal comme informel comme tu as mentionné. Je trouve la communauté autour de la conférence de BotConf. Donc, c'est sûr que là, dans la cybersécurité, on embarque dans une niche plus comme celle de Alexis, Alexandre et moi. Mais c'est vraiment quelque chose qui a été très naturel pour moi. Là. Puis c'est, tu sais, BotConf étant une conférence organisée par un chef gendarme, j'ai envie de dire. Général de gendarmerie, oui. Général de gendarmerie, merci. Je suis pas très bon avec la police française. Mais donc, Éric Frésinet, pour ne pas le nommer, qui, ça a été super naturel. Puis là, il nous envoie des gens à NordSec. Nous, on y va. I7 est présent, Proofpoint. En fait, je pense qu'Alexis est sur le comité de programme. Puis donc, c'est un canal comme non officiel, très naturel. Mais je voulais aussi mentionner une autre chose. Là, je change de registre, mais moi, je suis jaloux en France, la relation qu'ils ont avec l'ANSSI. J'aimerais ça qu'on ait un modèle ici, mais vu que nos services secrets sont fédéral, et tout se passe à Ottawa au fédéral, on n'a pas ce canal-là où on pourrait faire de l'innovation, puis avoir une collaboration riche. Donc ça, c'est quelque chose que je pense qui serait aussi un point amélioré en plus d'un canal plus formel entre la France et le Québec. Oui, il y a plus de cette collaboration-là autour d'Ottawa, dans la région d'Ottawa, là, sur toutes les feds et puis l'industrie. Mais oui, la francophonie. Écoutez, Montréal a peut-être un peu moins je suis d'accord avec toi. Ça manque parce qu'il y a vraiment une expertise. Il y a des gens qui sont formés puis qui ensuite s'en vont dans un bunker, dans une cage Faraday, puis qui font des trucs incroyables, qui ont accès à des données, qui ont une visibilité sur le crime qui inégalé, qui voit les choses en temps réel, puis que ça reste là. Puis ça manque un peu dans le côté francophone encore plus, malgré que ça reste un milieu fermé, même dans le côté anglophone. Sans vouloir aller complètement politique, là, je pense quand même que, je pense que comme on a parlé jusqu'à présent, on a une grande valeur à la communication puis à l'échange entre les différents experts de notre domaine. Puis franchement, de tous les domaines, ça nous donne une grande avantage. Je pense que c'est bénéfique d'avoir ça. Mais on a mis en place au Québec, là je dis on, mais gouvernementalement, des lois qui réduisent l'immigration étudiante. T'sais. Donc, puis ça l'a réduit massivement. En fait, là, je cherchais un peu, mais au niveau du Québec, au niveau du Canada, c'est 14%, je pense, de réduction. Parce qu'il y a des grandes réductions du nombre d'étudiants internationaux qui viennent au Québec, qui donc enrichissent cet échange-là et nous permettent d'avoir plus de personnes. C'est quand même des choses qui ont des gros impacts sur l'échange puis sur la recherche au Québec et ailleurs. Oui, on pourrait demander à nos académiques dans la salle, est-ce que vous avez remarqué un impact de ces changements de politique-là sur le nombre d'étudiants? Je pense clairement, il y a beaucoup d'étudiants qui venaient, je pense, pour justement rester au Québec après.
Puis le fait que l'immigration devienne compliquée, qu'il n'y ait pas de... Les règles changent souvent, qu'il n'y ait pas de voie claire, est-ce qu'on pourra rester ou pas, même après avoir eu une thèse ou... Je pense qu'il y a beaucoup de... on les voit pas les étudiants qui candidatent pas là, mais je pense on les voit dans les nombres d'inscriptions. Je pense que ça a un impact clair, en tout cas, en maîtrise. Oui, je pense qu'exactement, c'est au niveau de la maîtrise que ça va avoir un impact, et donc de la recherche indirectement, parce que la cybersécurité est un domaine où normalement, avec un bac, il y a une telle demande d'employés que tu vas te trouver un emploi assez rapidement. Donc c'est un domaine dans lequel, historiquement, la maîtrise attirait beaucoup d'étudiants étrangers parce que les incitatifs pour les étudiants québécois étaient moins importants là que dans d'autres domaines où il faut toujours que tu aies plus de diplômes. Avec un bac, tu pouvais très facilement te trouver un emploi si tu avais la motivation, la bonne attitude et puis la curiosité. Mais là, avec la diminution des visas là, étudiants, là, les programmes de maîtrise vont se retrouver, je pense, assez fragilisés. Et les programmes de maîtrise sont ceux qui alimentent les programmes de doctorat. Et donc, peut-être ça va pas se voir tout de suite, là, mais d'ici 3 à 4 ans, là, je pense qu'on pourrait voir des effets assez négatifs là, sur justement le bassin des gens qui veulent poursuivre plutôt une voie recherche qu'une voie plus opérationnelle, parce que ces gens-là, auparavant, ils faisaient leur programme de 2e ou 3e cycle au Québec et ils restaient souvent ici où ils avaient des liens. Et là, on va voir, en tout cas moi, si j'en juge, parce que j'observe en Ontario, qui a été un petit peu, pour d'autres raisons, là, en première ligne, avec des programmes de maîtrise beaucoup plus gros, ils ont perdu du jour au lendemain là, plus de la moitié de leur bassin étudiant. Et ça, c'est quand vous perdez la moitié de vos étudiants dans un programme de maîtrise, là, ça commence à mettre tout l'édifice en péril. Après quelques années, là, les directions d'université disent est-ce bien nécessaire de maintenir ces programmes-là si vous n'êtes pas capable d'attirer plus de monde? Là, ça a un coût, tout ça, et puis tous les budgets sont en train de se resserrer partout. Là. Donc, je pense qu'on est sur une ligne de crête là où on va voir des changements peut-être pas très agréables se produire et puis qui vont avoir un effet de réverbération sur tout l'écosystème là dans quelques années qu'on n'aura pas forcément anticipé. Là. Ouais, je pense qu'il y a vraiment les étudiants qui viennent pas. Effectivement, on les voit pas, mais on voit les nombres. Hein. Il y a les nombres d'étudiants inscrits, même au bac en informatique. Là, ça diminue drastiquement depuis l'année dernière. Et il y a aussi les règles qui rendent difficile le fait de rester, même pour les nouveaux diplômés. Donc, comme tout ça, ça a changé très vite. Moi, je vois même au cours des 2 dernières années. En fait, les étudiants qui ont commencé une maîtrise il y a 2 ans, depuis 2 ans, tout a changé. Donc, même le fait d'avoir une maîtrise aujourd'hui, c'est pas très clair. Qu'est-ce qu'il faut faire pour un étudiant étranger pour rester et contribuer à cette expertise, quoi. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Et puis, comme le disait Olivier aussi tout à l'heure, le fait que quand même, globalement, les étudiants, ils ressentent beaucoup ça, le fait que c'est difficile de trouver un premier emploi. Et donc voilà. Donc tout ça, ça crée quand même beaucoup de tensions sur les nouveaux qui n'arrivent pas, mais aussi sur tous les étudiants qui sont présents là et qui se demandent vraiment comment ils vont manœuvrer entre l'immigration, l'enjeu pour trouver un emploi et tout le reste. Ouais. C'est pas simple. C'est pas simple pour faire pour garder, parce qu'en fait là, on parle d'étudiants qui sont formés, hein, qui ont été formés au Québec, qui ont été formés à l'UDEM, à l'ETS, à l'UQAM. Et en fait là, dans les 6 mois, 1 an qui viennent, c'est vraiment pas clair comment ils vont pouvoir rester avec un boulot. Non, bon, on va voir. Puis je vais profiter de ça parce que c'est un bon tremplin sur le dernier segment que je l'ai abordé avant de conclure, sur l'avenir de la recherche en cybersécurité au Québec. C'est une belle façon de l'approcher. Merci Sébastien de l'avoir propulsé comme ça. Je t'amène à regarder. Là, on a un regard académique de ce qui s'en vient avec la potentialité d'une réduction importante de la force de frappe en recherche. Mais j'aimerais ça vous entendre tous, puis plus le côté des industriels, parce que vous avez un peu moins parlé sur ce volet-là, et peut-être conclure ensuite avec les côtés académiques.
industriels sont vraiment gênés de s'annoncer sur le futur de la Non, mais cyber. là, il faut que quelqu'un parle. Mais moi, je vais dire, Alexis, vas-y en premier. Parce qu'on va tous se répéter. Là, fait que Ouais, j'ai commencé tantôt, j'ai brisé la glace au tout début, fait que moi, je te renvoie. Alex? Ouais. Ben, je peux pas parler pour tout, mais spécifiquement pour ce que nous on fait, la recherche sur les logiciels sur les menaces. Il y a clairement, et puis c'est pas juste au Québec, mais c'est généralisé, un désir de considérer plus de contexte, plus de facteurs humains et sociaux. Donc, toutes les affaires de collaboration avec le milieu académique et d'autres, c'est, je pense, ça. En tout cas, il y a un intérêt à le renforcer, mais de l'autre côté, aussi pour ça, je le vois, c'est l'aspect recherche de ce type de travail tend à se transformer en ce qu'on appelle la threat intelligence, l'intelligence sur les menaces, I guess. Où est-ce que les priorités sont moins de trouver des nouvelles affaires, mais de produire du contenu qui est utilisé et vendu à des industries. Donc, autant, moi, je pense beaucoup que partager l'information et collaborer, c'est mieux, mais il y a une tendance à dire « Ah, OK, mais finalement, cette affaire-là, ça vaut quelque chose, c'est pas juste de la pub, donc on va le vendre. » Et ça fait qu'il y a moins, ou en tout cas, la recherche qui sort en public est un peu moins importante ou sort un peu plus tard. Je vais aller à la suite de ça. C'est vrai qu'il y a une grosse partie de la recherche dans notre monde de l'industrie privée qui est pas publique. Ça veut pas dire que c'est pas de la recherche, puis ça veut pas dire que c'est pas bon non plus. Là. Il y a des bonnes raisons pour pas rendre certaines choses publiques, notamment parce qu'on sait que les attaquants lisent ce qui est publié et s'adaptent très, très, très rapidement. Fait qu'il y a des choses ça serait tiré dans le pied non seulement de nous qui faisons la recherche, mais de toutes les autres qui se défendent contre ces attaquants-là. Donc, je pense pas que c'est nécessairement une mauvaise chose qu'il y ait cette espèce de mur où est-ce qu'il y a une partie de l'information qui ne peut pas être rendue publique. Puis ensuite, la recherche fondamentale, la collaboration entre l'académique puis le privé, puis même dans le privé pur. Olivier, tu parlais de la valeur, quelle valeur ça donne. Au final, il y a des gens qui payent pour ça. Quand ça passe par le privé, il y a des gens qui, si ça fait pas de sens financièrement, si ça n'a pas la valeur équivalente aux dollars qui sont dépensés, ben pourquoi est-ce que l'industrie privée le ferait? Je pense qu'il y a une place où est-ce qu'il faut que la recherche fondamentale soit financée par le public, comme dans les autres domaines, comme dans en médecine, en pharmaco, en chimie. Il y a comme une fondation il n'y a pas de retour sur l'investissement clair au jour zéro. Pour que l'industrie privée embarque. Puis il y a plein de choses qui sont bootstrappées, qui sont permises par des fonds publics. Et évidemment, pas évidemment, mais éventuellement, ça devient assez proche d'avoir des applications commerciales rentables et c'est là que le privé embarque. Et je pense qu'il y a des projets vraiment intéressants de recherche, mais quand c'est trop embryonnaire, l'industrie privée ne pourra pas embarquer parce que le retour va être, un, hypothétique, puis deux, sur 5 ans, sur 10 ans. Puis dans des domaines comme la pharmacologie, ça fait du sens parce que c'est le cycle normal, mais dans notre domaine, dans 5 ans, la menace qu'on essaie de... Il y a un risque aujourd'hui. Si tu investis 5 ans en recherche pour trouver une solution, ça se peut que dans 5 ans, le risque n'existe même plus. Fait c'est vraiment un problème qui est pas facile à attaquer. Puis je pense que vraiment la partie fondamentale doit être découplée du gain financier ou de l'aspect financier par des fonds publics. Je vais y aller avant que les gars de Boost nous parlent de supply chain, là, parce que ça serait une bonne conclusion au niveau industriel. Mais moi, ce que j'avais noté, c'est je trouve que fait que là, on revient à la question de l'avenir de la recherche. Moi, je pense que les jeunes sont très talentueux. J'ai toujours trouvé que les prochaines générations faisaient tout plus vite, mieux, puis ils n'ont pas nos problèmes, notre toxicité des pionniers. Moi, je me considère que je suis dans un pionnier, donc j'ai plein de défauts inhérent à être un pionnier. Tu sais, c'est ça. En tout cas, j'élaborerai là-dessus dans un podcast de psychologie. Mais les vieux, comme je me considère vieux ici, là, fait que donc le truc est large.
Les vieux, on est encore jeunes, puis on prend les postes possibles. Il y a une quantité limitée de places de recherche au Québec. Et nous, on étire l'élastique parce qu'on est jeune, on va toffer longtemps. Donc, puis à cause de l'économie, je pense que la seule solution à ce qu'il y ait plus de postes de chercheurs industriels, ça va prendre un écosystème de start-up meilleur pour qu'on innove puis qu'on crée de la richesse avec des start-up puis donc il y ait des ratios de postes. Parce qu'on va pas se le mentir. Tu sais, chez Flair, le département d'ingénierie est 12 ou 15 fois plus gros que le département de recherche. Là. Puis c'est normal, c'est des ratios sains, je pense, dans notre domaine. Puis nous, on fait de l'intelligence sur les menaces du threat intelligence. Donc, il devrait y avoir quand même beaucoup de chercheurs, mais ça reste que ce qu'on vend, c'est un produit. Donc, c'est normal qu'il y ait plus d'ingénierie. Puis, il y a plus de vendeurs aussi que de chercheurs. Là. C'est ce qui peut peut-être surprendre certaines personnes. Donc, c'est ça. Donc, je pense que c'est dommage pour les jeunes. En ce moment, ça doit être difficile de trouver une job en recherche dans l'industrie au Québec. Mais l'espoir, c'est les startups. Ouais. Ben, moi, ce que je dirais, c'est que il y a une chose que je dis à chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer des gens qui travaillent dans des universités, qui sont responsables des programmes universitaires, particulièrement en informatique puis en génie logiciel, tout ça, ça me choque toujours que dans le programme, ça fait juste commencer depuis les dernières années que j'ai entendu « Oh oui, maintenant, il y a un aspect sécurité obligatoire pour les gens qui apprennent à programmer. » C'était pas le cas il y a comme seulement quelques années. J'entendais encore « Oh oui, on a plein de gradués qui sortent de génie logiciel puis qui ont jamais eu de cours obligatoires sur sécurité applicative. » Puis ça veut dire que il y a des gens qui enseignent, des professeurs ou des chargés de cours qui enseignent et qui n'ont pas nécessairement mis à jour leur matériel de cours pour intégrer plus d'aspects de sécurité. Puis ça bénéficie à toute l'industrie. Je veux dire, le fait que les gens y graduent avec ils savent ce que c'est la modélisation de menaces, par exemple, puis quand ils vont écrire du code, concevoir une application, ils prennent en compte ces choses-là. Je pense que ça, c'est vraiment essentiel à ce que tous ceux qui designent les programmes en informatique fassent un effort là-dessus, puis que les gens qui font de la recherche, qui enseignent souvent, poussent là-dessus, c'est une bonne chose. Il a mentionné tantôt qu'il y a des choses qui doivent être restées fermées, qui ne doivent pas nécessairement partager. Nous, on a des choses open source, fait que dans tout ce qui est les aspects pour bénéficier à la communauté, c'est une façon que nous, on donne. Mais oui, il y a aussi des aspects parfois où dans la dernière année, certains de ces outils-là ont aidé des attaquants. Donc, on a vu cette dualité-là aussi de notre côté, même du côté défensif, où des outils qui étaient à but défensif ont été utilisés par les attaquants pour accélérer leur attaque, quoi. Je vais laisser les autres parler. Moi, je peux partir sur le côté académique. Peut-être dans le futur, je trouve quelque chose qui manque. Une chose qu'on a dit, c'est qu'il y a le nombre de chercheurs. Moi, je suis arrivé en 2016 et le nombre de chercheurs, je pense, comme Benoît le mentionnait, ça a clairement augmenté. À l'UQAM, il y avait Jean Privat qui faisait de la sécurité avant que je sois là. Maintenant, il y a moi qui est arrivé en 2016. Puis on a monté un centre de recherche en cybersécurité où on est plus de 6 profs l'année dernière. Et je pense que la plupart des universités ont monté des centres en cybersécurité et des nouvelles formations. Donc en termes de nombre de chercheurs puis de formation, je pense que ça a clairement augmenté, mais il n'y a pas pour l'instant au niveau de fédérer les chercheurs académiques, il n'y a pas de regroupement par exemple des fonds de recherche du Québec sur la cybersécurité. Tout à l'heure on parlait du quantique, il y avait un regroupement qui existait, l'Intric, je ne sais plus s'il existe encore, mais par exemple, sur l'informatique quantique, il y avait ce type de choses. Sur les aspects sociétaux de l'IA, il y a l'OBIA. Mais je dirais qu'entre académiques, on travaille ensemble parce qu'on se connaît. Mais par exemple, Benoît Dupont a dirigé des regroupements au niveau canadien sur la sécurité centrée sur l'humain, où il y avait des chercheurs de toute université qui se croisaient sur des projets et des workshops d'échange.
au niveau du Québec, je pense que chaque université a monté sa structure. On a monté un nombre de compétences en termes de thématiques et de chercheurs, mais on n'a pas encore un regroupement qui fédère tout. Donc, par exemple, Olivier marqué MC2 dans le chat. Ça fédère une partie des chercheurs, mais ça fédère pas toutes les universités du Québec. Et je pense que d'avoir un regroupement québécois, peut-être qui fédérait tous les académiques et en plus qui fédérait toutes les disciplines aussi. Donc quelque chose qui, dès le début, intégrerait les criminologues, les juristes, les éthiciens. En plus des chercheurs en informatique, ça serait, à mon avis, quelque chose qui manque et qui serait peut-être nécessaire dans le futur. Alors, on essaie à l'IMC d'attirer tout le monde, mais et d'être œcuménique autant que possible là, mais il y a beaucoup de politique aussi universitaire. Moi, pour l'avenir, j'aimerais peut-être souligner un enjeu qui va être important et qui peut être à la fois un atout, mais qui peut être aussi un facteur de risque. Là, c'est que dans les prochaines années, là, notre budget fédéral va ouvrir les vannes et dépenser des milliards et des milliards de dollars en défense, parce qu'on doit passer à 5% de nos dépenses publiques sur la défense. Et donc, il va y avoir énormément d'argent qui va être alloué à tout ce qui est dépenses de défense. Et évidemment, les universités essayent de comprendre quels sont les projets de recherche qui vont pouvoir rentrer sous cette étiquette pour essayer de les faire financer avec cette manne. Et donc, ça va être un peu comme une espèce de couteau à double tranchant, parce que oui, il va certainement y avoir énormément d'argent qui va affluer vers la recherche fondamentale ou industrielle en cybersécurité, parce que, évidemment, la cybersécurité contribue à la défense du pays, et donc ça va être éligible. Mais en même temps, tout ce qui est cybersécurité n'est pas défense nationale non plus, là, et donc il va falloir faire attention aussi que cet argent-là ne vienne pas un petit peu biaiser les recherches ou les thématiques et faire perdre de vue qu'il y a tout un tas de dimensions très civiles à la cybersécurité qui méritent aussi d'être financées et que peut-être les menaces ou les impacts ou les préjudices subis par les cyberattaques dans certains domaines n'ont rien à voir avec la défense. Et si ils recevaient moins de fonds, ben on pourrait avoir que certaines thématiques soient délaissées au profit de financements ciblés purement défense. Donc moi, ça va être à la fois très intéressant parce qu'il va y avoir un regain de financement ou d'opportunités, mais à la fois il va falloir rester vigilant pour s'assurer que c'est pas en train de fausser un petit peu les efforts uniquement pour avoir accès à ces ressources-là. Donc je dirais que pour moi, là, dans l'avenir, ça va être certainement un facteur à garder à l'esprit dans le domaine de la recherche, qu'elle soit fondamentale ou industrielle. Je pense que les deux domaines vont être affectés par ça. Sur ce, à moins qu'il y ait d'autres interventions sur l'avenir, pas tout le monde intervenu, fait que je ne sais pas si... J'allais mentionner que, sans vouloir... Parce qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer, surtout dans un domaine comme l'informatique qui évolue d'une rapidité incroyable. Mais je pense que la visibilité de la cybersécurité est de plus en plus grande. Des personnes qui n'ont rien à voir avec l'informatique me parlent de cybersécurité. Puis je pense que ça, c'est une observation qui aurait tendance à dire que c'est pas quelque chose qui... C'est quelque chose qui va augmenter au moins en termes de... Probablement tout. L'intérêt est présent. Ce qui est très merveilleux. Sur ça, on va conclure parce que ça fait quand même plus qu'1h15 qu'on enregistre. Le sujet, on a à peine effleuré le sujet. C'est un sujet qui est très vaste, très intéressant. Merci énormément de votre contribution parce qu'on a pu, en tout cas, j'ai essayé de faire, puis vous avez essayé individuellement de partager votre petit morceau et votre regard sur ce que c'est. Je pense que c'est fondamental. Je pense que ça va donner un regain. Peut-être que certains de vos messages vont atteindre les personnes qui doivent prendre des décisions et justement d'améliorer le sort dans lequel on est. Bref, je vous remercie énormément pour cette contribution-là. Je me sens très choyé de pouvoir vous avoir eu autour d'un micro. Merci. On se revoit à l'épisode 1600. Peut-être. Même panel. 1337. Oh, ça c'est bon. Ouais, Merci bon, bref. beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée. Ciao. Bye. Au revoir.